Excusez-nous de cette interruption indépendamment de notre volonté. Je disais donc, merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission de santé. Aujourd'hui, nous allons toucher nous allons parler plutôt un sujet qui touche une grande partie de la population à l'âge adulte. C'est une maladie très fréquente, une inflammation, également une infection souvent virale et ou parfois bactérienne. Il s'agit tout simplement de la sinusite. Qu'est-ce que c'est? Et est-ce qu'on peut soigner cette maladie complètement et sans récidive? C'est les réponses. Donc, vous les aurez tout à l'heure avec notre invité. Pour en savoir, mesdames et messieurs, restez avec nous encore une fois. Bonsoir et bienvenue. Retour donc sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre sujet du jour, notamment la sinusite. Vous pouvez donc interagir au 620 58 90 73. Et je vais présenter notre invité. Il s'agit de docteur Bemba Traoré. Il est spécialiste à ORL. Il est chirurgien ou chirurgie tête et cou. C'est ça, docteur Bemba? Oui, bien sûr. C'est pas la première fois qu'il partage donc ce plateau avec nous. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on n'a pas encore développé sur ce plateau dans cette émission. L'opportunité vous est offerte, docteur, pour discuter, pour nous enseigner sur ce sujet qui touche une grande partie. Vous avez dit tout à l'heure, 15% de la population souffre de cette pathologie. C'est quoi donc la sinusite, docteur Traoré? Merci, Madame Sissoko. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de dire bonsoir à vos millions de téléspectateurs et de vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez pour venir discuter avec vous d'une thématique très importante qui concerne la sinusite. Vous avez dit la sinusite, moi je dirais la rhinosinusite ou les rhinosinusites. Quand vous prenez par exemple le mot sinusite, vous pouvez le diviser en deux. Vous avez le sinus et vous avez le it. Le it en médecine, c'est synonyme de l'inflammation. Okay. Mais qu'est-ce qui est inflammé? Donc, avec votre permission, je vais me donner le droit de faire un petit rappel anatomique et physiologique de ces organes qui ont une importance capitale pour le corps humain, pour l'organisme. Les sinus, donc, ce sont des cavités remplies d'air qui sont creusées au niveau des os du crâne. Ces sinus se répartissent en deux grands groupes. Le premier groupe, vous avez les sinus antérieurs et le deuxième groupe, vous avez les sinus postérieurs. Et quels sont les sinus qui composent le premier groupe? Je vais parler des sinus, du groupe des sinus antérieurs. Vous avez les sinus maxillaires qui sont situés au-dessous en situation sous-orbitaire, de part et d'autre des fosses nasales, et qui ont une relation très étroite avec leur plancher a une relation très étroite avec les dents qu'on appelle les dents sinusiennes, en l'occurrence la deuxième prémolaire, les premières et la deuxième molaire. Okay. Ils sont en rapport aussi avec l'étage inférieur de l'orbite. Donc, c'est les sinus qui sont situés entre la cavité orbitaire et l'arcade dentaire supérieure. Okay. Le deuxième groupe des sinus antérieurs, vous avez les sinus frontaux. Les sinus frontaux qui sont creusés dans l'os frontal à la hauteur du sourcil et qui sont aussi en rapport étroit avec les méninges du cerveau, avec les enveloppes du cerveau, en l'occurrence les méninges. Le troisième qui compose ce groupe de sinus antérieurs, vous avez les cellules ethmoïdales antérieures. Les cellules ethmoïdales antérieures sont situées entre
l'orbite et les cavités nasales. Et il faut rappeler ici que ce groupe de sinus antérieurs drainent leurs produits de sécrétion au niveau du méa moyen. Je vais vous expliquer c'est quoi le méa moyen. Mais nous vous écoutons très religieusement, professeur, c'est intéressant. On appelle le deuxième groupe qui est le groupe des sinus postérieurs. Vous avez les cellules ethmoïdales postérieures qui sont également situées entre la cavité orbitaire et les fosses nasales. Et les deuxièmes sinus qui composent le groupe de sinus postérieurs, vous avez les sinus sphénoïdaux. Ces sinus sphénoïdaux sont situés au niveau de la base du crâne, à proximité de la selle turcique où se trouve la glande hypothalamo-hypophysaire. Ils sont en rapport aussi avec le nerf optique. Et donc, imaginez-vous déjà, quand il y a une infection qui se développe au niveau de ces sinus-là et qui n'est pas prise en charge, ce que ça peut donner comme complication au patient. Donc, naturellement, la cécité. Bon, ces sinus sont en rapport aussi avec le canal carotidien. Et voilà un moyen de passage des infections dans la circulation sanguine pour constituer ce qu'on appelle une septicémie mortelle. Ils sont en rapport aussi avec les méninges. Donc voilà, grosso modo, quels sont les groupes de sinus que notre organisme possède. Pour me résumer, je dirais qu'il y a quatre sinus, quatre paires de sinus. Vous avez les sinus maxillaires qui sont situés sous les orbites. Vous avez les sinus frontaux qui sont situés dans l'os frontal, à la hauteur des sourcils. Vous avez les sinus sphénoïdaux qui sont profonds, qui sont au niveau de la base du crâne. Et vous avez les sinus ethmoïdales, les cellules ethmoïdales postérieures. Alors, vous avez donné un cours. Maintenant, voilà, j'ai donné l'architecture de ces sinus-là. Maintenant, qu'est-ce que ces sinus-là quel est le rôle de ces sinus-là? Ces sinus jouent un rôle important dans l'organisme. Il y a 3 rôles fondamentaux. Le premier rôle, c'est le rôle de défense. Cette défense se passe comment? Au niveau des sinus, pour leur intégrité, pour leur santé, il y a une production du mucus qui se fait constamment au niveau de ces sinus-là. Et ces mucus-là sont des anti-infectieux, c'est du produit qui emprisonne les particules, qui emprisonne les microbes, et par le système mycociliaire, il les draine, c'est-à-dire ces sinus-là entraînent le drainage de ce mucus-là vers le rhinopharynx ou vers les fosses nasales. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est le rôle dans la phonation. Les sinus interviennent dans la phonation, c'est-à-dire l'action de parler. La voix, tout ça. L'action de parler, les sinus sont des cavités de résonance qui ont une importance capitale dans la phonation. Le troisième rôle, c'est l'allègement de l'architecture osseuse du crâne. Pourquoi? Pour la simple raison que ces sinus sont remplis d'air. C'est important de le signaler. C'est l'oxygène qui est dans ces sinus-là. Voilà les 3 rôles fondamentaux. Maintenant, pour en venir à votre question, c'est quoi la sinusite? La sinusite est donc une inflammation, je dirais les rhinosinusites. Je dis les parce qu'il y en a 4. Il y en a 4, oui. Donc, je dis les rhinosinusites parce que les sinus et les fosses nasales sont indissociables. C'est pourquoi, d'ailleurs, on dit les sinus paranasaux. Donc, les rhinosinusites sont constitués par une inflammation de la muqueuse des fosses nasales et des sinus. Et cette inflammation peut être due à une infection, soit une infection virale, soit une infection bactérienne, soit une infection fongique.
Voilà, grosso modo, la définition de c'est quoi des rhinosinusites. Mais sur le plan physiopathologique, comme je viens de vous expliquer que les sinus, sur le plan fonctionnel, ils produisent le mucus. Ce mucus-là sont balayés par les cellules ciliées. Ils sont organisés sous forme de tapis roulant au niveau des sinus et qui évacuent ce mucus vers les fosses nasales et vers le rhinopharynx. Par conséquent, ils font dégager toutes sortes de microbes au niveau des sinus. Il y a donc sinusite lorsque un sinus n'est pas capable de drainer son produit de sécrétion. Et ce drainage-là se fait à deux niveaux, selon que le sinus soit du groupe antérieur ou du groupe postérieur. Ouais. Le groupe des sinus antérieurs drainent leurs produits de sécrétion au niveau du méa moyen. Et le groupe des sinus postérieurs drainent leurs produits de sécrétion au niveau du méa supérieur. C'est quoi les méas? Comme on parle de rhinosinusite, c'est-à-dire fosse nasale et les sinus. Les méas sont constitués au niveau de la paroi latérale de chaque fosse nasale. Au niveau de ces parois-là, vous avez ce qu'on appelle les cornets. Les cornets qui sont des structures osseuses qui sont au niveau de ce sont des organes érectiles. Et vous avez 3 cornets de chaque côté. Vous avez les cornets inférieurs, les cornets moyens et les cornets supérieurs. Donc les méas, le méa supérieur est délimité par le cornet supérieur et le cornet moyen. Le méa moyen est délimité par le cornet moyen et le cornet inférieur. Et le méa inférieur, là où communique le canal lacrymal avec les fosses nasales, est formé, est au-dessous du cornet inférieur. Donc voilà, pour me résumer, il y a sinusite lorsque les sinus ne sont pas capables d'évacuer leurs produits de sécrétion. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des 4 paires de sinus, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez parlé de leur importance, oui, c'est-à-dire le rôle que ces sinus jouent dans le fonctionnement du nez. Et puis, lorsque un des sinus ne draine pas ce muqueuse dont vous parlez tout à l'heure, il y a problème. Alors, qu'est-ce qui provoque ce petit problème lorsqu'un sinus ne joue pas son rôle? Qu'est-ce qui est à la base de ça? Quelles sont les causes du non-fonctionnement d'un des sinus? Bon, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, le mucus n'est pas évacué? Et qu'est-ce qui entraîne cette non-évacuation du mucus des sinus vers les fosses nasales? L'inflammation en est le rôle principal. Par exemple, une rhinopharyngite banale peut se compliquer d'une sinusite. Rhinopharyngite. Est-ce que nous on peut appeler ça le simple rhume? Le simple rhume, c'est-à-dire une infection virale par exemple, qu'est-ce qui va se passer quand il y a une agression au niveau des fosses nasales? L'organisme va réagir. L'organisme réagit en faisant quoi? En mettant en branle les substances biologiquement actives, dont le chef de file, c'est l'histamine. Et qu'est-ce que l'histamine fait au niveau des vaisseaux? Ça augmente la perméabilité des vaisseaux, des capillaires, et ça crée une inflammation. Et cette inflammation-là est la raison fondamentale, parce que quand il y a une inflammation au niveau de la muqueuse nasale ou bien de la muqueuse sinusienne, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une réduction, obstruction du passage de ce sinus-là. Et quand il y a un obstacle au passage de ce mucus, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une stagnation du mucus, c'est-à-dire une stase du mucus. Et qu'est-ce qui se passe dans ce milieu fermé, dans ce petit milieu fermé? Il va y avoir une propagation des microbes et créer donc une infection. Et cette infection-là peut créer une infection
au niveau de ces sinus-là. Et le malade va ressentir les signes qui vont en découler. Alors les signes là, quels sont les Donc signes vous avez que ces demandé les malades causes. Vous avez les causes. Pour parler de causes d'abord, il faut parler des facteurs favorisants Tout à fait. et des facteurs déterminants. Les facteurs favorisants, vous avez les obstacles locaux, par exemple. Les obstacles locaux. Bon. Quand il y a, vous prenez les fosses nasales, vous avez la cloison nasale qui sépare les deux fosses nasales. Quand il y a une déviation de la cloison nasale, cela réduit le passage de l'air pour aller dans ces sinus-là. Donc, comment on appelle l'air, le passage de l'air est gêné par une augmentation, par une déviation de la cloison nasale. Les sinus vont réagir. Comment? Ils vont réagir parce qu'ils ne pourront pas maintenant faire évacuer le drainage mucociliaire au niveau des fosses nasales. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une stagnation, il y a une stase, et les microbes vont être virulents au niveau de ces cavités closes qui, normalement, ne doivent contenir que de l'air. Voilà. Docteur Traoré, vous avez parlé les 4 paires de sinus. Est-ce qu'il y a d'autres types de sinusite aussi? Bon, il y a les formes cliniques de sinusite. Vous avez les sinusites qui intéressent les cellules ethmoïdales, qui est cette forme de sinusite se voit le plus souvent chez l'enfant, parce qu'à la naissance, c'est seulement les cellules ethmoïdales qui sont développées. Vous avez des formes de sinusite qui sont au niveau du front, donc les sinusites frontales. Mais la forme de sinusite la plus fréquente, c'est la sinusite maxillaire, compte tenu du fait que c'est le sinus maxillaire, les sinus maxillaires qui sont beaucoup plus volumineux et qui sont beaucoup plus en contact avec le milieu environnant. Donc c'est la forme la plus sévère ou c'est pas question la forme la plus sévère. C'est sa topographie. C'est les sinus qui sont beaucoup plus exposés au milieu environnant. Okay. Donc, et puis, compte tenu aussi de son volume, donc il y a beaucoup plus de surface au niveau des sinus maxillaires que les autres sinus. Alors, vous allez nous rappeler les signes. Comment est-ce que l'on peut savoir que l'on souffre d'une sinusite, par exemple maxillaire, frontale, dentaire? Bon, vous avez parlé de sinusite dentaire, c'est important de le parler. Je l'ai rappelé à l'entame de l'émission. Vous avez le plancher du sinus maxillaire est en rapport avec les dents sinusiennes. Les dents sinusiennes, vous avez la deuxième prémolaire, la première et la deuxième molaire. Oui. Quand il y a, par exemple, une complication dentaire, quand une carie se complique d'un granulome apical, si un granulome apical se forme au niveau de la dent, et l'infection par contiguïté peut atteindre le sinus maxillaire et infecter le sinus maxillaire, et le malade va maintenant être confronté aux deux foyers infectieux. Non seulement il y a le foyer dentaire, mais aussi il y a le foyer sinusien. Donc pour soigner ces cas de sinusite odontopathique ou dentaire, il faut une collaboration interdisciplinaire, c'est-à-dire le dentiste et le médecin ORL. Okay. La question, c'était pour nous rappeler les signes des différents types. Les signes, types si par exemple, on va décrire la sinusite maxillaire qui est la plus fréquente. Après, on verra de façon ramassée l'atteinte des autres sinus. Okay. Au niveau de la sinusite maxillaire, vous avez une douleur qui est au niveau sous-orbitaire, et cette douleur-là, elle irradie vers les dents ou vers l'orbite. C'est une douleur qui est accentuée
qui est accentuée sous l'effet du froid, une douleur qui est accentuée sous l'effet de l'effort, une douleur qui est accentuée sous l'effet de la toux, et une douleur qui est accentuée aussi pendant la nuit. Donc c'est une douleur insomniante. Sa caractéristique fondamentale, c'est qu'elle est pulsatile. Donc c'est une douleur sous-orbitaire, elle est pulsatile, elle irradie vers les dents ou vers l'orbite, elle est accentuée par le froid, elle est accentuée par l'effort physique, elle est accentuée par la toux et elle est accentuée pendant la nuit. Donc, qu'est-ce que cela entraîne? Quand une douleur empêche quelqu'un à dormir, ça, c'est une fatigabilité. Le patient est fatigué le matin et la courbature aussi peut s'en suivre. Ça, c'est le premier signe de sinusite maxillaire. Le deuxième signe, comme c'est la transformation du mucus, le mucus a fait une stagnation, il y a une stase du mucus dans les sinus. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une infection microbienne, c'est-à-dire le virus va faire le lit de l'infection bactérienne, donc il va avoir une suppuration, et cette suppuration-là peut se voir au niveau du méa moyen, ou bien on peut voir cette suppuration au niveau de la paroi postérieure de l'oropharynx. Donc il y a un écoulement. L'écoulement peut être muqueux, peut être mucopurulent, et peut être aussi séreux, donc quand la sinusite est d'origine virale. Donc il y a l'écoulement nasal. Le plus souvent, si c'est une sinusite évoluée, vous avez un écoulement purulent que vous pouvez voir. Le malade peut couler du nez. Ensuite, le troisième signe fondamental, donc j'ai parlé de la douleur, j'ai parlé de l'écoulement, et vous avez la réaction de l'organisme par rapport à l'infection au niveau local, au niveau, comment on appelle ça, au niveau des fosses nasales. Vous avez des organes érectiles au niveau des fosses nasales qui sont les cornets. Les cornets vont réagir en augmentant le volume. Quand ils augmentent le volume, ils compromettent le passage de l'air pour la respiration. Donc il y a une obstruction nasale le malade peut se plaindre de l'obstruction nasale. Il peut avoir plurite nasale, il peut avoir aussi douleur, obstruction nasale, écoulement nasal, prurite nasale. Alors, donc, on peut avoir ces... Bon, allez-y. Maintenant, si c'est une sinusite qui concerne les sinus frontaux, la douleur, les maux de tête sont de siège frontal, et ils peuvent irradier aussi vers l'orbite, vers les yeux. Et par contre, si c'est une sinusite si c'est une infection qui concerne les sinus sphénoïdaux, comme je vous le disais tantôt, ce sont des sinus qui sont profondément situés, donc les maux de tête sont beaucoup plus profonds, et le patient vous dira qu'il ressent des maux de tête même au niveau de sa nuque. Donc voilà, grosso modo, quels sont les signes qu'une sinusite peut provoquer selon qu'elle soit de siège maxillaire, de siège frontal ou de siège sphénoïdal. Et quand c'est une ethmoïdite, c'est-à-dire les cellules ethmoïdales qui sont malades, et la douleur peut être périorbitaire, peut être au niveau parce que ces sinus-là sont entre les fosses nasales et les cavités orbitaires. Donc la douleur peut être au niveau des yeux. Ok, lorsqu'on sent ces douleurs au niveau de la tête, du front, de la nuque, le nez peut ou ne pas couler, quel diagnostic doit-on avoir? Qui doit-on consulter en premier lieu? Bon, ça c'est une bonne question. Au lieu d'aller voir un tradipraticien, je n'ai rien contre le tradipraticien, ou bien d'aller faire une automédication, c'est un autre fléau aujourd'hui que
auxquelles les spécialistes sont confrontés. Notre pays est confronté parce que c'est Non, seulement... parce qu'on vient vous voir un peu plus tard quand Oui, les on vient cas nous voir. deviennent... J'en viens. C'est parce que c'est ici qu'on peut aller, même dans les... Je m'excuse, hein, les pharmaciens. Même dans les pharmacies, c'est ici on peut venir sans ordonnance acheter un antibiotique. Ailleurs, c'est exclu qu'un malade vienne dire je veux un médicament, de l'amoxicilline qu'on te donne. Non, c'est pas possible. Il y a des médicaments qui sont strictement délivrés par ordonnance. Sur ordonnance. Mais voyez, par exemple, aujourd'hui, la prolifération des faux médicaments dans les marchés à tous les niveaux, c'est un grave problème que notre santé... Le pays est confronté, la santé. Notre système de santé est confronté. Oui. Maintenant, pour soigner, vous avez pas... Le diagnostic, le diagnostic, le diagnostic, c'est le médecin. D'abord, je commence par le médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste. Quand on est malade, on vient voir un médecin. Et c'est le médecin maintenant qui va évaluer, s'il n'est pas spécialiste en la matière, il va évaluer la situation et référer le patient vers son collègue spécialiste. Mais les sinusites sont traités dans les services d'ORL. Donc, je demande à tout le monde, s'il ressent ces signes-là, de venir voir un médecin spécialiste en ORL. C'est important. Maintenant, quand le patient vient, il y a une association de signes qu'on doit collecter pour poser le diagnostic. D'abord, vous avez l'interrogatoire. Le médecin doit interroger le patient. De quoi il souffre. Le patient va décrire les signes qu'on a décrits tantôt et le médecin va faire son examen physique. Il va aussi voir les signes qui plaident en faveur d'une sinusite, d'une rhinosinusite. Alors, ces signes-là, quand par exemple on fait quand on regarde dans le nez, on fait une rhinoscopie avec un spéculum nasal, on demande au malade de s'asseoir tranquillement, confortablement, et on prend une bonne source lumineuse avec notre chapeau que les gens connaissent. On appelle ça le miroir de Clark. Beaucoup sont passés par là-bas. Le miroir de Clark. Et on essaye de voir au niveau des fosses nasales si c'est une sinusite qui intéresse les sinus antérieurs. On peut voir l'accumulation, on peut voir le pus au niveau du méa moyen. Et si c'est une sinusite qui concerne les sinus postérieurs, on verra du pus au niveau du méa supérieur. Ça, c'est des signes pathognomoniques cliniques que le médecin peut découvrir. Et si c'est comme ça, on n'a plus besoin de passer à la radiographie parce que c'est franc, le diagnostic, il est franc. Et on peut conclure, on peut mentionner le diagnostic de rhinosinusite maxillaire suppurée. Et voilà, ça c'est au cabinet du médecin. Maintenant, si à la rhinoscopie, on ne voit pas les signes directs d'une sinusite suppurée, on pourra demander les examens complémentaires. Ces examens complémentaires, en première ligne, c'est la radiographie numérique. Comme on a la radiographie numérique aujourd'hui, ça suffit largement pour détecter sur les clichés une opacité des cavités sinusiennes pour conclure que ce patient-là souffre d'une sinusite. Bon, on peut aller très loin en demandant par exemple le scanner. Le scanner. Tout cela dépend de l'état du patient. Tout cela dépend la radio demande de la pertinence de la recherche. Parce que je vous ai dit par exemple des facteurs favorisants. Les facteurs favorisants, vous avez la cloison nasale qui est déviée. Vous pouvez avoir des polypes dans les sinus, des polyposes naso-sinusiennes, et ces polypes-là ne sont pas identifiés par la radio standard. Donc on passe par le scanner. Il peut y avoir aussi comme facteur favorisant les tumeurs qui se développent au niveau des sinus ou bien des corps étrangers. Donc pour
pour vraiment approfondir les recherches, il faut passer par le scanner. Et là, on a vraiment sur un plateau d'or tout ce qu'on recherche pour poser cette radio, son le scanner diagnostic. pour cette maladie existe ici, chez nous, docteur Traoré? Écoutez, sur le plan mondial, les rhinosinusites représentent 15% des pathologies de la population. C'est un véritable problème de santé publique. Et c'est vrai que les gens, la population, pense que c'est une maladie qui ne se guérit pas. Banale aussi. Elle n'est pas banale, la sinusite. Parce que quand on vous parle des complications... Lorsque je parle de banalité, il y en a, lorsque le nez est bouché, il y a obstruction, la respiration devient compliquée, on préfère, vous l'avez dit tout à l'heure... on préfère faire une automédication ou aller voir... voilà, oui, justement... Les sinusites ne sont pas du tout banales. Je vous ai rappelé ici, par exemple, des relations étroites entre les sinus-là et les autres organes nobles. Vous voyez, par exemple, au niveau des sinus sphénoïdaux, vous avez à côté, vous avez le nerf optique. Quand le nerf optique est touché, c'est la cécité. Vous avez le canal carotidien. Quand l'infection se propage au niveau de l'artère carotide dans sa portion basse du crâne, ça peut faire une septicémie foudroyante, donc le malade peut en mourir. Vous avez les complications... Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que l'on peut mourir de cette maladie? Oui, on peut mourir parce que la sinusite l'infection peut passer dans le sang et puis provoquer une septicémie. La septicémie, dans nos contextes, n'est pas facile à juguler. Donc, vous avez, par exemple, on peut même avoir des complications, comment on appelle, auriculaires. Et comment les complications auriculaires? Comme vous savez, les organes de la sphère orale, ils ont une spécificité, ils sont rapide, c'est la deuxième partie, les téléspectateurs ont envie de poser des questions. Il y a beaucoup de relations avec la sphère orale, il y a des communications, une importante communication entre les organes. Quand vous prenez par exemple une dent qui est malade, peut entraîner des problèmes au niveau de l'oreille. Comment? Tout à fait. Comment? Je vous ai parlé des dents sinusiennes. Les dents sinusiennes malades, ça forme un granulome apical et par contiguïté, le sinus maxillaire est atteint. Et le sinus maxillaire communique avec les fosses nasales par l'intermédiaire d'un ostium naturel de communication et l'infection peut atteindre les fosses nasales. Et cette fosse nasale-là, au niveau supérieur, au niveau des couannes, l'infection peut passer et atteindre le rhinopharynx. Et ce rhinopharynx-là communique avec les cavités de l'oreille moyenne par le biais d'un tube qu'on appelle la trompe d'Eustache. Donc vous voyez un peu, l'infection quitte la bouche, ça va dans les sinus, ça quitte les sinus, ça va dans les fosses nasales, ça quitte les fosses nasales, ça va dans le rhinopharynx, ça quitte le rhinopharynx par l'intermédiaire d'un tuyau qu'on appelle trompe d'Eustache, ça va dans l'oreille moyenne. Et de là-bas aussi, si l'infection n'est pas prise en charge, ça peut quitter là par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les petits canaux qu'on appelle adductus adentrome. Ça va aller au niveau de la mastoïde et vous pouvez voir une infection du bloc mastoïdien. Donc vraiment... Ou bien, donc le mot banal, je le retire. Non, le mot la sinusite n'a pas sa place ici. Alors, vous avez parlé de la radio, vous avez parlé de la première consultation, l'examen physique, le patient et le spécialiste, il détermine d'abord l'état des lieux de la pose le diagnostic. Voilà, il pose le diagnostic. Ouais. Alors là, après cela, une prise en charge doit s'en suivre normalement. Oui, naturellement, une prise en charge, quand un diagnostic est posé, il faut le traitement. Alors, quel est le but du traitement?
d'une rhinosinusite. Le but du traitement... Et nous, on peut se permettre de dire sinusite tout simplement. Bon, moi, je pense que c'est mieux de dire rhinosinusite. Non, moi, par exemple. Les sinus et les fosses nasales sont indissociables. OK. Voilà. Donc, il faut d'abord, il faut soulager les symptômes. Il faut agir sur l'inflammation, parce que c'est l'inflammation qui empêche les sinus à drainer leurs produits, à drainer leurs produits de sécrétion des sinus jusqu'au niveau des fosses nasales, qui est un phénomène de défense de l'organisme. Donc, il faut jouer sur ça, il faut jouer sur l'inflammation, il faut prévenir les complications ou les traiter si elles existent. C'est important ça. Alors, quels sont nos moyens pour traiter une rhinosinusite? Nous avons des anti-infectieux, les médicaments, les antibiotiques. Nous avons les anti-inflammatoires qui vont lutter contre l'inflammation. Nous avons les décongestionnants nasaux, parce que quand il y a rhinosinusite, avec la réaction locale de la muqueuse des fosses nasales, il y a une obstruction nasale qui se forme, qui gêne le patient. Donc il faut lever cette obstruction. Donc les décongestionnants nasaux, donc antibiotiques, anti-inflammatoires, décongestionnants nasaux. Et il faut également, on peut faire le lavage des fosses nasales avec le sérum physiologique. On peut faire ce qu'on appelle l'aérosol thérapie, c'est-à-dire on mélange des médicaments dans un appareil et on vous a déjà fait ça, je pense, à Ignasdine ou à Dunka. Maintenant, si par exemple une sinusite est entretenue par un facteur favorisant, des obstacles locaux par exemple, tels qu'il y a un polype au niveau des sinus, il faudrait passer par la chirurgie, c'est-à-dire soit par la méthode microchirurgie endonasale ou bien par la méthode classique, c'est-à-dire le Calvel-Luc. On passe par la bouche pour rentrer dans le sinus et enlever ces polypes-là. D'accord. C'est la deuxième partie. On a dépassé le timing pour questions-réponses. Le numéro est normalement affiché, le 620 58 90 73. Et vous pouvez également, la régie, si vous pouvez noter le numéro là pour au cas où certains voudront joindre Dr Traoré, le 628 96 39 88. Alors, vous pouvez donc nous rappeler, parce que ça sonnait, mais quand je vous interromps, ça allait crier. On me dit, arrêtez, laissez-le parler, tellement c'est intéressant, c'est un cours que vous avez donné. On aurait dû vous laisser un écran pour nous expliquer tout cela de façon très claire. On a capté quand même quelques éléments. Alors, justement, avant que le téléphone sonne, comment prévenir? Alors, vous avez fait toute une grande lecture tout à l'heure sur la maladie, sur la sinusite. Est-ce que toute cette explication est valable pour les enfants? Est-ce que les enfants aussi, avant que le téléphone sonne, les enfants peuvent contracter la sinusite? Et est-ce que le même traitement est valable pour eux? J'espère que vous répondez, ça sonnait déjà. Oui, je pense qu'il faut signaler ici que les seuls sinus qui sont développés chez les enfants à la naissance, c'est les sinus ethmoïdales. Les sinus ethmoïdaux, je m'excuse, ou les cellules ethmoïdales. Ethmoïdales, d'accord. Donc, l'enfant ne peut pas souffrir, sauf à l'âge de 7 ans. Okay. Au-dessus de 7 ans, les autres sinus peuvent s'individualiser au niveau de 7 ans. Comme on appelle, quand l'enfant a 7 ans. Mais quand l'enfant de 0 à 7 ans, il n'a pas de sinus maxillaires, ils sont en développement. Les sinus frontaux aussi. Donc, les seuls sinus qui peuvent être malades chez l'enfant, ce sont les sinus ethmoïdales. Et vous voyez chez cet enfant-là, avec un édème palpébral, là, il faut faire beaucoup attention. Ça peut être une infection qui se développe au niveau des cellules ethmoïdales. Et ce sont... j'ai décroché. Ou bien on laisse... Oui, allô, allez-y.
Allô? Allô? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je connais Siriki. Monsieur Konaté, nous vous écoutons. Allô? Allô, monsieur Konaté, nous vous écoutons. Oui, je voudrais demander, docteur. Oui. Non, pour moi j'ai un problème que si les bancs sont mélangés comme fumée ou bien ventilateur ou bien climatisé comme ça, là, si moi je dirais comme ça fait du mal. Mal où? Hein? Ça fait du mal où? Ça va me donner le moral. Bon. Si vous pouvez parler dans quelle langue là, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas compris. Ah bon, Malingue. Allez-y. On peut interpréter. Ok. Afobanfa. Monsieur Konaté. Kanase, hein? Le ventilateur point là. Oh. Ou bien si qui est poussière. Poussière, oui. Ah bah, on la croix, c'est ça là. Elle dit ça sablé là. Ok. Ah, professeur Bramé, docteur Bramé, il va vous répondre. C'est doit être une allergie, quelque chose du genre. Docteur, quand il reste... Bon. Voilà, vous avez compris. Oui, j'ai compris sa question. Mais vous répondez en français. Je comprends. Je peux répondre à Maliké aussi. Non. Il y a Kibaro pour ça. Donc, quand vous prenez par exemple les ventilateurs que nos compatriotes, que nous utilisons ici, regardez par exemple les ventilateurs. Vous trouverez qu'il y a beaucoup de saleté dans les ventilateurs. Ben, il y en a qui ne nettoient pas, hein, c'est vrai. Voilà. Et donc, beaucoup de poussière quand il y a un manque d'hygiène, quand il y a la saleté au niveau du ventilateur, naturellement, il va y avoir des virus et des bactéries dans ces ventilateurs. Maintenant, quand on passe la nuit à respirer ce vent-là, naturellement, on respire les virus et les bactéries. Et le lendemain, vous pouvez vous sentir mal. Et par rapport à la poussière et à la fumée, j'avais oublié de parler de ça dans les facteurs favorisants. La poussière et la fumée sont des facteurs qui favorisent la sinusite. Et comment? C'est quand il y a par la réaction de l'organisme. L'organisme réagit à la poussière, elle réagit à la fumée. Ça peut être une sous-forme d'allergie. Et l'allergie, c'est quoi? C'est une forme de compétitivité entre un antigène et un anticorps. Un antigène est inoculé dans l'organisme. Qu'est-ce que l'organisme fait? Dans son système de défense, il libère des substances biologiquement actives, dont le chef de file, c'est l'histamine. Et l'histamine fait quoi? Agit sur les vaisseaux en augmentant la perméabilité des capillaires et pour entraîner un édème. Un édème qui est une inflammation au niveau de ces cavités sinusiennes. Donc, ça peut être... Il est exposé aux facteurs favorisants, donc il ne doit pas se poser la question pourquoi il développe un rhume ou une rhinosinusite le lendemain. Ok, on va en même temps prendre les appels, en même temps des textos. Est-ce que la sinusite est guérissable? Qu'est-ce qui provoque? Lui s'appelle Mohamed Touré, il appelle depuis Sangoya, il dit il est voisin à vous, docteur. Il précise ça aussi. Et qu'est-ce qui provoque? Ouais, qu'est-ce qui provoque? Bonsoir docteur, est-ce que la sinusite est contagieuse? C'est les deux questions. En même temps, on va prendre un appel et puis vous allez répondre les deux. Allô? 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 Allô, oui? Bonjour madame. Bonjour, votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Barry Alpha. Monsieur Barry, nous vous écoutons. Oui. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Allez-y. Non seulement je souffre, c'est vraiment pas si c'est le sinusite ou quoi, mais j'ai des symptômes qui sont comparables à ceux que le docteur vient d'étaler là. Voilà, maintenant à un moment, on m'avait conseillé de faire, je ne sais pas si c'est la ponction ou ponction, quelque chose comme ça. Oui, ponction, oui. Ponction, je ne sais pas, maintenant d'autres m'ont conseillé, certains m'ont conseillé, d'autres m'ont déconseillé. D'accord.
Voilà. La deuxième question, c'est savoir si c'est un truc héréditaire, si on peut atteindre les enfants. Bien, j'allais poser la même question. Est-ce que la sinusite est héréditaire? Donc, vous pouvez donc, la régie peut m'aider à noter ce numéro après l'émission pour pouvoir rejoindre notre invité. Après le plateau 628 96 39 88. Docteur, vous pouvez répondre, sinon ça sonne toujours. Oui, je peux répondre à la question qui concerne est-ce que la sinusite est guérissable? Et contagieuse, une autre question. Oui, tout à fait. Oui, la deuxième question. J'ai noté sinusite guérissable, qu'est-ce qui provoque? Est-ce que sinusite est contagieuse? Je dirais que bien oui, la sinusite elle est guérissable. Si elle est bien prise en charge, elle est guérissable. Je vous ai expliqué ici comment faire le diagnostic et quels sont les moyens que nous disposons pour le soigner, pour la soigner. Et qu'est-ce qui provoque la sinusite? J'ai parlé des facteurs favorisants et des facteurs déterminants. C'est les infections virales, les infections bactériennes, les infections fongiques peuvent provoquer. Il y a les facteurs favorisants tels que le ventilateur sale qui va véhiculer les virus et les bactéries, les poussières et la fumée qui va entraîner la réaction allergique. Est-ce qu'elle est contagieuse? Je dirais non. Elle n'est pas contagieuse. Elle n'est pas contagieuse. Et M. Barry, on lui a proposé de faire la ponction. Personnellement, vous savez, chaque médecin a sa façon de... La médecine, c'est un art. C'est un art. Chaque médecin a aujourd'hui, surtout aujourd'hui, c'est comme peu. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a tellement de moyens pour éviter la ponction. Et quand on parle de ponction, c'est que sûrement le médecin a fait une rhinoscopie antérieure, il a vu le liquide au niveau du méa moyen. Et pour aider ce patient-là, au lieu de lui proposer la ponction, il faut plutôt aller avec le lavage des fosses nasales au sérum physiologique. C'est régulier. Mais avant de commencer ce lavage des fosses nasales au sérum physiologique, il serait intéressant de faire un prélèvement du pus et envoyer ce pus-là au niveau du laboratoire. Le laboratoire va nous dire, voilà, c'est tel germe qui est en cause dans la sinusite de ce monsieur Alpha Barry. Et le laboratoire va nous dire aussi, voilà, les antibiotiques auxquels le germe qui a été isolé est sensible. Donc, on fait une antibiothérapie orientée. On fait une antibiothérapie orientée et on ajoute des autres traitements adjuvants, c'est-à-dire des autres traitements en fonction du symptôme. Si le malade a des maux de tête, on donne des antalgiques. Et si le malade voilà, on traite en fonction des symptômes. Héréditaire, je dirais non, la sinusite ne peut pas être héréditaire. Aucune étude n'a démontré ça. D'accord. Moi, avant de prendre un appel, il y a une question des gens qui souffrent de cette maladie. Ils ont une mauvaise haleine, docteur Traoré. Ça sent à partir de la bouche et à partir du nez. Excusez-moi. D'abord, qu'est-ce qui se passe au niveau quand le sinus n'est plus capable de drainer son produit, la sécrétion du mucus qui se fait au niveau du sinus? Il va avoir une stagnation, il va avoir une stase. Et cette stase-là n'est pas compatible à la vie saine des sinus. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une prolifération des microbes, donc le malade va il va avoir la formation du pus. Le pus, ça sent mauvais. Et les gens qui sentent mauvais, très mauvais, probablement... de la bouche, de la bouche du nez. Voilà. Probablement, ce sont des personnes qui ont développé une sinusite odontogène. C'est-à-dire, il y a les dents sinusiennes, la deuxième prémolaire, première et deuxième molaire, qui sont cariées, il y a un granulome apical qui se forme et l'infection est transmise au niveau du sinus maxillaire. Et pourquoi ce pus-là sent mauvais plus que les autres sinusites qui ne sont pas d'origine dentaire? Parce que ce sont les anaérobies qui sont responsables de ces sinusites odontopathiques. C'est raison pour laquelle
il y a une odeur nauséabonde, une odeur insupportable. Est-ce qu'on peut soigner ces cas compliqués? Oui, enfin, je ne dirais pas par cas compliqué. Il faut, pour soigner une maladie, il faut s'attaquer à ses racines. Je vous parle souvent de ces dents sinusiennes-là. Quelqu'un peut avoir des caries dentaires. Et cette carie dentaire se complique et l'infection va passer au niveau du sinus maxillaire. Pour soigner ce patient-là, il faut une collaboration interdisciplinaire. Il faut que le stomatologue et le médecin ORL se donnent la main pour traiter. Parce que quand vous soignez en haut, le foyer infectieux est au niveau de l'arcade dentaire supérieure. Il vient chez vous, vous ne vous intéressez, en tant que médecin ORL, vous ne vous intéressez pas de la bouche. C'est pourquoi il est important de faire un examen détaillé pour toute personne qui vient au cabinet pour quoi que ce soit. Donc, le médecin ORL peut constater qu'il y a une carie qui porte sur les dents sinusiennes et il doit interpeller son collègue stomatologue pour traiter ce patient-là ensemble. Il faut que le stomatologue fasse son travail et que le médecin ORL aussi en fait autant. On n'a plus le temps, les messages tombent. Bonjour, salam docteur, depuis Anta. Lui, il fume, il veut arrêter, il veut abandonner, mais qu'il n'arrive pas. Lui, c'est ce que vous pouvez répondre. Vous ne pouvez pas, docteur, le dernier mot. Sinon, on va prendre ce dernier appel. Oui, bonsoir, rapidement, on a fini. Moi, c'est Bakary, je suis à Kisoso. Oui. Je souffre de la rhinosinusite maxillaire bilatérale. Il y a les cornets qui sont enflés, ça me fatigue beaucoup. J'ai pris des produits, mais jusqu'à présent, je veux demander au docteur s'il y a des produits antibiotiques qui peuvent soulager ça, s'il vous plaît. Bon, on n'a plus le temps. Si vous pouvez noter le numéro, vous allez appeler notre invité, le 628 96 39 88. 628 96 39 88. Il va vous soulager, il va vous aider. Le dernier mot, docteur, on a fini. Les appels, ça sonne, mais on ne peut plus. Et on doit respecter le timing. C'est pas le dernier mot. C'est pas le dernier mot parce que je ne suis pas à l'agonie. Non, par rapport à ce numéro, vous allez revenir encore. Allez-y, c'est fini. Bon, ce que je dirais, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui peuvent développer une rhinosinusite éventuellement. De se faire consulter par un personnel de santé. Et ce personnel de santé, s'il n'est pas spécialiste, de référer les malades aux spécialistes ORL, soit à Yasdine ou à Doga. Très bien. Merci, docteur Mbemba Traoré, spécialiste au ORL, chirurgie tête et cou. Nous allons vous recevoir très prochainement dans cette même émission pour parler et développer d'autres maladies liées à votre spécialité. Et merci à l'équipe technique qui m'accompagne tous les dimanches. Et puis, docteur, très bientôt le Ramadan. On souhaite bon Ramadan. Oui, bon Ramadan, surtout pas de gastrique. Voilà, les spécialistes seront là pour aider la population à mieux gêner. Donc, la semaine prochaine, peut-être, on va concocter d'autres thématiques ici pour vous servir, chers téléspectateurs, de cette émission de santé. Dites-moi tout, docteur. On se retrouve la semaine prochaine, donc, et pour parler d'autres pathologies, d'autres thématiques. Merci à tous ceux qui suivent cette émission d'ici et d'ailleurs. Et merci à l'équipe, comme je le disais tout à l'heure. Au revoir et à très bientôt.